Vous l'avez compris, quelqu'un pourrait se demander pourquoi est-ce que nous faisons cela ce temps-ci. Oui, justement. Nous sommes en train de vous démontrer que le monde va mal. La Bible nous en a parlé, les scientifiques, les experts nous en parlent également, pour vous ouvrir les yeux. Peut-être que le témoignage de deux, d'ailleurs, ou trois, vaut mieux que le témoignage d'une personne. Parce que vous pourriez dire que nous ne sommes pas les experts dans le domaine, les gens incrédules, nos autorités, qui en général cherchent plutôt à ridiculiser, au lieu de voir qu'on apporte notre pierre à l'édifice pour bâtir le Cameroun, le grand Cameroun. Je vous cite ce professeur hier, qui disait sur la chaîne, moi on m'envoie toutes les informations détaillées sur cette mascarade des mensonges du Covid afin de libérer les peuples, n'est-ce pas? S'ils peuvent être libérés. Et nous vous avons dit dans le cas de l'eschatologie que l'ennemi qui s'appelle Satan est derrière ces choses. Le professeur Toubiana, exceptionnel sur LC1, nous explique clairement pourquoi l'épidémie est terminée. C'est une vidéo de 17 minutes. C'est la France. L'épidémie du Covid est bel et bien terminée. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir pourquoi la rentrée scolaire est annoncée. Tout a été bouleversé même dans notre pays. Vous avez eu ici hier, comme invité avant-hier, le docteur Gérard Delpine, cancérologue. Il a dit que la plus grosse horreur qu'on a commise ou on a faite par rapport à ces enfants-là, c'est de refuser de les envoyer à l'école pendant 7 mois. Il a cité la plupart des pays européens où on ne met plus le masque, où les enfants sont à l'école normalement. Chez nous, c'est divisé par 3 ou par 4. C'est de rentrée scolaire, n'est-ce pas? Je crois que c'est ça le pasteur du Duplessis ce matin. Ce matin, nous avons une invitée qui nous attend du côté de la Belgique. Vous allez vous rassasier de ces scientifiques qui ont décidé d'intervenir, d'accepter nos invitations pour éclairer les Camerounais. Chez eux, ils marchent pour dire non au masque, non aux mesures barrières. Et celle que nous allons avoir s'appelle Santa Depuit, j'espère que je prononce bien son nom. Elle nous attend déjà, je crois qu'elle va nous dire, côté de Bruxelles. Et elle a participé à la marche et couvert même la marche il y a quelques années à Berlin avec Robert Kennedy, le neveu, elle va nous le dire tout à l'heure, hein, le neveu du feu président américain, comment ça s'appelle encore là, Kennedy, John Kennedy, j'espère que comment ça me parle trop vite là, dans ma tête. Elle est journaliste, elle a eu un enfant autiste, elle a créé une association, d'ailleurs elle est la présidente de l'association Kennedy de France, la lutte contre les dangers des vaccins. Ensuite, elle a eu un enfant autiste et elle a décidé, elle a créé une fondation également en Europe. Je vois ici, avec le désir de partager son expérience et d'aider d'autres parents, elle a organisé le Congrès européen, Congrès sorti de l'autisme à Paris en 2016. Des témoignages des pratiques médicales. Elle a reçu, dans le cadre de ces programmes, plusieurs scientifiques de nom des prix Nobel, n'est-ce pas? On va chercher à la joindre bientôt. Sainte, qui depuis 2 ou 3 jours est en communication, surtout hier ou avant-hier, lorsque le docteur Gérard Delpine m'a dit qu'elle avait publié un article, j'ai sous mes yeux d'ailleurs, hein, où elle démontre par A plus B que le directeur de l'OMS est un terroriste. Elle va nous en parler tout à l'heure, avec toutes les références possibles. C'est un article, je crois, je l'ai sous mes yeux, de 22 pages. Et dans cet article, avant de l'article, elle dit, depuis quelque temps, certains individus ont décidé de mettre le monde en prison, parlant des dirigeants de l'OMS. On va souffler la musique et on va essayer de joindre en Belgique Sainte, qui certainement nous attend. Et je rends grâce à Dieu pour ses faveurs qu'il me permet, qu'il nous donne, qu'il accorde à Maranatha, d'avoir tous ces gens. Parce que je connais le Cameroun, je suis né au Cameroun. Il y a toujours des détracteurs. Il y a toujours des gens qui ne veulent pas croire. Il y a un Canadien qui disait qu'aujourd'hui le masque est devenu une affaire de maraboutisme. Ça veut dire les gens mettent ça parce qu'ils ont peur. Ça ne sert à rien, mais les gens mettent parce qu'on les a terrorisés, n'est-ce pas? Nos gouvernants, finalement, quelqu'un a dit un jour un terroriste spirituel. Nous allons donc essayer de... J'espère que vous êtes là. Désolé, cette tension ne salue pas beaucoup les auditeurs. Mais quand ces gens-là attendent, une dame comme ça, je ne sais pas depuis combien de temps elle attend. Hier, c'était le vieux Gérard, il a plus de 70 ans. Quand ils mettent dedans comme ça, il est question quand même qu'on les privilégie, pasteur Duplex. L'avantage de Maranatha, pasteur Franklin, contrairement aux consultants, c'est qu'on reproche surtout aux consultants, il y a certains hommes de notre pays qui maîtrisent tout. Oui. Ils maîtrisent tous les domaines. Oui. On leur fait souvent ce reproche-là. Ils ne vont pas en profondeur. Oui. Contrairement à nous, à Maranatha, nous connaissons nos limites. Et parce que nous connaissons nos limites, nous en avons trop. Hein. Nous cherchons ceux qui sont meilleurs dans le domaine. Je dirais que Dieu nous les donne. Oui, ceux qui connaissent le domaine. Oui. Et ce sont eux qui parlent en notre faveur. Oui. Je crois que c'est le meilleur leadership. C'est-à-dire la capacité de rassembler les gens
qui sont forts, qui maîtrisent un domaine, et les laisser parler. Afin que vraiment les gens puissent se taire. Sinon, on va dire, comme le noir a l'habitude de dire, non, c'est notre frère noir qui parle, il ne peut pas avoir raison. Maintenant, c'est quelqu'un d'une autre couleur de peau qui parle. Le docteur Jean disait ici à peine 200 000 morts, le Covid 0,03%, tout tapage, 10e grippe seulement en France. Bref, on va essayer de chercher Madame depuis, j'espère que je prononce ça bien, elle va écouter l'émission, je ne sais pas, pas se fâcher que je colle son nom, j'espère que non, c'est pas facile. Bon, mais on va souffler la musique et on va essayer de la repérer. Nous venons de prendre Santa. Santa, bonjour. Oui, bonjour Franklin. Voilà. Enchanté d'être parmi vous ce matin. Comment allez-vous? Écoutez, un peu comme tout le monde, hein, chaque matin on se demande ce qui se passe là, voilà. Mais sinon, voilà, personnellement bien. Oui. Et ravi de rencontrer, voilà, de nouveaux amis dans ces folles aventures. En ce moment, on rencontre beaucoup de gens. Oui. Donc ça c'est, voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Ça fait partie des bonnes choses. On va essayer de prendre les bonnes choses aussi. Oui, oui. Santa, vous êtes en Belgique, vous êtes belge, vous êtes journaliste. Vous êtes dans quelle ville en Belgique, Bruxelles? De Bruxelles. Oui. Alors, j'ai dit à nos auditeurs, vous êtes journaliste, vous êtes président oui. de l'association Robert Kennedy. En fait, j'essaie de résumer parce que votre biographie est très grande. Hein. J'ai toute une page sous mes yeux là. Voilà, tout à fait. Oui, oui. Alors, allô? Oui, je suis là. Oui. Ce qui m'a marqué, c'est que vous avez eu un enfant autiste et vous avez décidé d'encourager les familles qui passent par cette situation. Vous avez rencontré plusieurs grands scientifiques de renom, des professeurs, des prix Nobel, dans le cadre d'encourager, de soutenir les familles qui sont passées par ces difficultés. Et selon votre biographie, cela vous a beaucoup affecté. Oui, évidemment, comme tout le monde, j'ai eu la très grande chance de pouvoir voir mon enfant s'en sortir grâce à vraiment des traitements, je dirais, médicaux adaptés principalement. Donc voilà, donc c'est ça que c'est un petit peu ça qui a, je dirais, ouvert ma quête à contacter d'autres gens et à parler de sujets qui fâchent. Oui, les sujets qui fâchent. Voilà, oui. Mais l'impression que nous avons souvent, ce que nous savons, c'est que lorsqu'on est autiste, on l'est à vie. Hein, et vous dites que votre enfant a été guéri, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, j'aime pas trop utiliser le mot parce que beaucoup de gens disent c'est pas vrai, il n'y a pas moyen de guérir, etc. Donc, moi, le principal, c'est qu'ils aillent bien. Donc, voilà. Mais effectivement, il a retrouvé toutes ses facultés, voilà, sociales, intellectuelles. C'est quelqu'un dont on ne voit pas qu'il a pu avoir des problèmes et très sérieux, voilà, quand il était petit. Donc, oui. Oui. Santa, évidemment, j'ai toujours vos articles sous mes yeux. C'est un plaisir de vous avoir. Nous allons parler d'abord du Covid. Oui. J'ai reçu un message hier de Rader, notre ami, l'ami de mon ami, étant mon ami, vous le savez très très bien. Rader parlait du professeur, je crois, Toubiana, qui disait que le Covid est terminé. Malgré le fait qu'il soit terminé, les gouvernements du monde, surtout en Europe, continuent à terroriser les populations.
Oui, c'est tout à fait le cas, et c'est dans tous les pays d'Europe. Oui. Donc malheureusement, effectivement, on a vu à partir du moment où il n'y a plus de cas de Covid, enfin plus de maladies. Le problème, c'est qu'ils ont utilisé, ils substituent le mot malade par le mot cas, donc ils dépistent. Oui. Et plus ils dépistent, plus ils trouvent des gens avec chez qui on lit un résultat de test, on a trouvé une petite particule de Covid et voilà, tout à coup, ils sont assimilés à des malades. Donc, on entretient vraiment de manière tout à fait fausse l'idée de la peur, l'idée qu'il y a une épidémie, l'idée qu'on ne va pas savoir faire face, etc. Et les mesures, effectivement, sont de plus en plus draconiennes, de plus en plus totalitaires. Que ce soit en France, que ce soit en Belgique, en Italie, enfin dans pratiquement tous les pays d'Europe, ils sont vraiment en train de passer vers un régime, on va dire un régime pandémique et des changements de société, voilà, sous prétexte de la pandémie. Et donc je vois ça en Belgique, c'est la même chose. Hein. On a maintenant les masques obligatoires. Je vois qu'on va renforcer les mesures donc à l'extérieur, qui soient de plus en plus obligatoires. Je veux dire, il n'était pas encore partout tout le temps. Et surtout, une des mesures, je pense, principales qui vise à introduire, c'est le tracking, donc le fait de pouvoir en fait contrôler les déplacements des gens et suivre les gens avec tout ce qu'ils vont installer sur la 5G, etc. Donc ça va être l'objectif de la mesure, c'est d'avoir notamment un contrôle permanent de qui est allé où et quoi et quand, etc. Oui. Donc maintenant il y a vraiment des mesures. Ils vont nommer un ministre Covid en Belgique, ou enfin un délégué spécial, etc. Les entreprises doivent avoir des responsables Covid. Enfin, donc l'épidémie est finie, mais il faut changer toute la société parce que, soi-disant, il y a le Covid, et si ce ne sera pas le Covid, ils en auront une autre. Avant vous, hier, nous avions comme invité ici, je ne sais pas si vous le connaissez, le docteur Gérard Delpine. Il est cancérologue, je veux dire, chirurgien. D'ailleurs, c'est lui qui a d'ailleurs proposé, m'a proposé de vous appeler avant que CS ne confirme. Il disait que, moi je vais encore appeler ça, le Covid, finalement, nous embrouille la Covid, n'est-ce pas, était seulement la 10e épidémie en France sur le point mortalité. Ça veut dire que ça ne tue presque pas comparé à d'autres. En fait, même, c'est une forme de grippe, une maladie respiratoire. Que pensez-vous de cette déclaration de Gérard? Je pense qu'il a, alors je le connais bien effectivement, je pense qu'il a tout à fait raison. Il n'est vraiment pas le seul à le dire, c'est ça qui est inquiétant. C'est que, je veux dire, des médecins, des épidémiologistes, des scientifiques, etc. l'ont dit partout. Et les chiffres dans tous les pays le confirment. Oui. Ça n'est finalement pas pire qu'une grippe habituelle. Voilà, on va pas dire qu'il y a eu effectivement un moment, peut-être un mois ou deux, où bon voilà, on a un pic épidémique, et je comprends que certains hôpitaux dans certains pays, vraiment pas tous, ont pu être surchargés, mais ça n'est en réalité pas pire qu'une grippe habituelle. Oui. Pratiquement aucune de ces mesures voilà, de confinement, de masques, etc., de fermeture de tous les secteurs économiques de la société n'était justifiée. Oui. Peut-être on aurait pu faire ce que les Suédois ont fait, je ne sais pas, j'imagine qu'il a dû en parler, mais bon, les Suédois et les Néerlandais aussi ont pris des mesures, c'est-à-dire qui étaient de recommandations. Ils ont pris quelques mesures, par exemple, pour interdire les très grands rassemblements, j'en sais rien, les matchs de football, les grands concerts, etc., les grands mouvements de foule, pour éviter d'avoir un pic de contagion en même temps, mais après pour le reste ils ont pris des mesures qui étaient recommandées, et donc ils ont fait confiance à leur population en disant bon bah voilà, oui évidemment si vous allez rendre visite à une personne âgée, c'est peut-être pas le bon moment, ou
prenait tel ou tel geste, voilà, comme on l'a toujours fait en fait. Voilà, moi j'ai une personne âgée, j'ai des personnes âgées dans ma famille. Bah, quand c'est l'hiver et qu'il y avait la grippe, on va dire, voilà, on allait peut-être faire attention et dire tiens, on vient pas parce qu'on est malade, on viendra la semaine prochaine, voilà, ou on t'embrasse pas parce qu'on tousse. Enfin, je veux dire, il y a des choses normales, quoi. Oui. Et bon, bah, ils ont tout à fait réussi à gérer l'épidémie mieux qu'en France, sans ruiner leur économie, sans détruire le tissu social, sans faire tout ce qu'ils sont en train de faire là. Et ils continuent à nous mentir, hein, parce qu'en fait ils nous mentent partout. Là, je sais pas, cette semaine, peut-être Gérard et Serge n'avaient pas encore eu le temps d'en parler, mais cette semaine en France, il y a même des contestations sur les chiffres, entre les chiffres annoncés à Marseille, selon le ministère, et finalement les chiffres locaux ou leur interprétation, on voit que il y a pas d'accord sur les chiffres. Donc rien, déjà que ça, c'est pas normal, quoi. Sandra, je vous relance. À votre avis, pour quel but ils ont décidé de tromper le monde entier comme ça depuis environ 7 mois aujourd'hui? L'économie est tournée au ralenti. Chez nous, chez les enfants, on fait 7 mois sans aller à l'école. Gérard disait encore hier que c'était inutile, c'était une véritable bêtise. Il disait que les enfants ne contaminent pas jusqu'à de 0 à 19 ans. Pourquoi ont-ils décidé de m'amener la population comme ça? Finalement, je le dis souvent ici, c'est des gens sans cœur, Santa. Alors moi je suis, si vous voulez, ce qu'on appelle un agenda global de la santé depuis plusieurs années. Oui. Donc et notamment en 2000 et en particulier sur la vaccination. Et en 2014, on a eu ce qu'on appelle le Global Health Security Agenda, donc l'agenda. J'ai oublié. Allô? J'ai oublié de dire aux auditeurs que vous parlez au moins. Oui. Allô, Santa, avant de continuer. Oui. Vous parlez au moins 4 langues, hein? Ça, c'est extraordinaire. 6. Ça, c'est en passant. Allons-y, Voilà. allons-y. Voilà. Et donc, si vous voulez, parce qu'il y avait effectivement depuis longtemps des plans de vacciner toute la population mondiale, et ce avec beaucoup de vaccins, hein, parce que il y en a de plus en plus. Et donc en 2014, il y a eu une première réunion à la Maison Blanche à Washington avec le gouvernement américain, donc Obama, Bill Gates et les ministères de tout 40 pays environ du monde, ministère de la Santé et les départements de la Défense. Oui. Et à ce moment-là, ils ont vraiment décidé un plan de vacciner, je dirais, toute la planète et toute la population mondiale, et si possible tout au long de la vie. Oui. Et de changer pour cela, parce que dans beaucoup de pays, et notamment en Europe, la vaccination obligatoire, on va dire, n'existait pas, parce qu'il y a tous les principes de droit, du libre consentement du patient, du consentement éclairé, du respect des droits individuels de la personne. Oui. Donc, voilà. Et ces droits étaient souvent aussi bétonné, je dirais, dans les constitutions, et notamment suite à ce qui s'est passé en Allemagne, dans les pays, etc., avec la Deuxième Guerre, le nazisme, etc. Il y a eu le procès de Nuremberg, oui. Et donc, je veux dire, imposer un traitement médical à quelqu'un ou des expériences médicales à quelqu'un, qui que ce soit, sans son consentement, c'était devenu vraiment une interdiction. Donc, pour passer au-delà de toutes ces garanties des libertés fondamentales, il n'y a qu'un seul moyen, et c'est le moyen de l'agenda sécuritaire de tout à coup, l'état d'urgence, le oulala, ici c'est une exception, si vous voulez, on est au-dessus des lois. Pour se mettre au-dessus des lois et des constitutions, le seul moyen de faire, c'est de passer dans ce qu'ils appellent un état d'urgence. Et donc c'est un agenda qu'ils ont commencé à mettre en place depuis 2014, juste avant l'élection présidentielle, la première aux États-Unis avec Obama.
Ils ont donc, avec Trump, à la fin du mandat d'Obama, donc quand c'était entre Trump et Clinton, ils ont passé une grosse loi, un gros financement de ce programme de vaccination de la planète. À ce moment-là, c'était pour la rougeole, en disant on va commencer, voilà, il faut 95% de vaccins de la rougeole pour tout le monde. Et ils ont fait ça, ils ont signé ça 5 jours, même pas avant les élections, sachant que Trump n'allait pas voter ça. Pourquoi? Parce que Trump a lui-même un enfant qui est sur le spectre autistique, comme on dit, c'est-à-dire il n'est pas autiste profond, mais il a quand même eu des troubles autistiques, et notamment suite à un vaccin. Donc Trump, là on voit tout de suite où le politique arrive. Trump, beaucoup de gens avaient voté pour lui à l'époque, parce qu'ils espéraient qu'il puisse lancer une commission d'enquête sur la sûreté des vaccins, et notamment à la tête de cette commission, il voulait placer Robert Kennedy Jr., donc le fils et neveu de l'ancien président Kennedy, fils de Robert Kennedy et neveu de John Kennedy, et qui se bat depuis quelques années pour la sûreté des vaccins. Et donc il s'était dit, on va faire une commission d'enquête. Et Trump, donc beaucoup de gens avaient voté pour lui pour que ça puisse se faire. Et quand il a gagné, donc la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a annoncé que cette commission d'enquête allait avoir lieu. Et là, très très vite, Bill Gates est arrivé et lui a dit cher ami, il n'en est pas question. Oui. Donc nous voilà 4 ans plus tard. Et avec tous les plans, vous savez que Bill Gates est à la tête de l'OMS, donc avec tous les plans qu'il y avait depuis des années de préparation à la pandémie, de préparation à la vaccination, etc. Allô, Cynthia? Oui, vous m'entendez toujours. Lorsque je lisais votre article hier, vous avez publié une photo de Bill Gates et vous avez dit le meilleur médecin de la planète est pourri. Ça m'a un peu amusé. De quoi? J'ai vu une photo de Bill Gates. Vous avez, je crois que c'est vous qui avez écrit le meilleur médecin de la planète, Bill Gates. Quelque chose comme ça. En fait, une façon d'ironiser, quoi. Oui, je sais plus ce que j'ai écrit parce que j'écris tellement de choses. Oui. Mais oui, bon, c'est sûr que c'est. Voilà, c'est lui qui est aux commandes. En tout cas, il y a peut-être des gens derrière lui, mais voilà, clairement, il a presque 40% de l'OMS. Donc voilà, mais moi, l'été dernier, si vous voulez, j'avais déjà une idée, j'avais déjà la quasi-certitude que nous aurions une déclaration de pandémie cet hiver. Ah bon? Parce qu'on était, mais oui, parce que voilà, on était de nouveau avec les élections aux États-Unis. On savait que le début de la campagne allait commencer pendant l'hiver. Oui. Et en plus, il y a la crise économique qui était quand même là, où depuis le mois d'octobre, on voyait certainement en Europe, mais un peu partout dans le monde, des banques virtuellement en crise avec, je dirais presque en faillite, puisqu'on avait des taux d'intérêt négatifs, ça ne s'est jamais vu. Oui. Donc une obligation, je dirais, de remettre les compteurs à zéro. Et donc là, de provoquer, si vous voulez, une grande crise majeure. Oui. Pour pouvoir faire évoluer la société. Alors, bon, peut-être pas dans le sens où nous, on a envie, mais en tout cas, ici, l'objectif, c'est d'évoluer vers une société qui soit une société de contrôle, une société digitale, une société où on change soit de monnaie, soit de système financier, soit même passer à une société sans argent qui soit tout basé sur un argent électronique. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc là, je ne sais pas, avec la disparition de l'argent cash, on n'est pas encore certain de ce qu'on nous prépare. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, pour moi, c'était clair que on allait déclarer une grande pandémie, qu'elle soit réelle ou pas, qu'il y ait vraiment un virus ou pas, voilà. Ça me paraissait clair. Et tout était en place depuis plusieurs années, voilà, pour l'école à la maison, etc. Voilà. Alors, Cynthia, je reprends encore certains de vos amis là-bas. Je pense à Gérard, je pense à Serge, je pense à, dernièrement, j'écoutais, nous avons reçu ici, j'avais discuté un peu avec lui, je ne sais pas si vous le connaissez, Paul de Hevels, qui est à Radio Courtoisie. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oui. Oui, tout à fait. Oui. Ce médecin allemand qu'on a interpellé pour quelques instants en Angleterre,
tous disent qu'on est en train de ramener l'Europe à un niveau qu'elle n'avait plus imaginé avant, à savoir le nazisme, n'est-ce pas, et le gouvernement de Vichy. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Ah oui, oui, et tout à fait. Mais écoutez, je pense que l'Allemagne va peut-être vraiment faire la différence aujourd'hui, voilà, j'espère, dans cette affaire. Comme vous savez, l'Allemagne, c'est le moteur de l'Europe, c'est le plus gros pays en Europe, du point de vue de la population et du point de vue de l'économie. Oui. Et donc, quand nous avons ouvert la branche européenne de l'association de Kennedy, c'était au mois d'août, et ça, à ce moment-là, au même moment, on va dire, où nous, on a créé de notre côté cette branche européenne pour se dire, ok, il va falloir mener quelque part une lutte à un niveau vraiment international pour répondre à cet agenda global. Il faut créer une alliance, je dirais, globale aussi, hein, pour défendre nos droits. Oui. Et donc, il y avait déjà eu une première manifestation en Allemagne au mois d'août, où il y avait peut-être 800 000 personnes. Justement, allô? J'étais sur le point de vous lancer. Je crois que les médias en ont parlé, mais les médias nous disaient plutôt que c'est quelques nazis, quelques, je dirais, égarés comme ça, les anti-masques, qui est une poignée de personnes. Vous avez été là, vous êtes mieux placé pour nous en parler. Hein. Oui, tout à fait. Donc, ils avaient une première manifestation, 1er août, où il y avait 800 000 personnes, et on avait dit quelque chose comme 20 000. Oui. Et donc là, on s'est dit, c'est fou. Ils en ont refait une deuxième à la fin du mois, et là, on s'est dit, ok, c'est là qu'il faut qu'on organise notre assemblée générale, c'est là qu'il faut qu'on invite Robert Kennedy, oui. Et il faut, il faut que marquer, si vous voulez, un concours au niveau pour éveiller les gens, pour leur dire, regardez ce qui se passe. Il y a quelque chose d'historique qui est en train de se passer, oui. Et il est venu, et il faut savoir, donc l'ancien président, en 1963, un de ses tout grands moments, on va dire, dans l'histoire de sa présidence, il était venu à Berlin, après la construction du mur, quand c'était l'époque du communisme, et la ville avait été divisé, on avait construit un grand mur, et d'un côté il y avait les communistes, et de l'autre il y avait les pays de l'Ouest, d'Europe de l'Ouest, comme on les appelait. Donc c'était les pays libres et démocratiques, et il était venu prononcer un grand discours où il avait dit à la fin de son discours, Ich bin ein Berliner. Ein Berlin, voilà, je suis un Berlinois, ça voulait dire je suis un homme libre, je suis un homme, un démocrate, et je vais lutter contre la dictature ou les régimes totalitaires du nazisme. Et donc là, on était quelque part un peu dans... On sent qu'on est dans un moment où l'histoire se répète. Oui. Et il faut que les gens prennent conscience que c'est effectivement une dictature qui est en train de se mettre en place. Oui. Donc les Allemands, moi, toutes les personnes que j'ai rencontrées là-bas, les organisateurs, tout ça, ils m'ont tous dit la même chose. Nous, on a grandi avec le poids de ce que nos ancêtres ont fait, de ce qui s'est passé pendant la guerre, le poids du nazisme. On n'osait pas aller en vacances et dire qu'on était allemand, parce que c'est tellement on se sentait honteux. Après ça, on a encore eu le communisme jusque pendant les années 80, et maintenant, ça ne se passera pas une troisième fois. Oui. Donc nous ne voulons pas de ça, et les Allemands, ils étaient là, ils étaient peut-être 2 millions de personnes. Oui. Et on a vu, Kennedy qui a fait un discours tout à fait historique, maintenant Kennedy Junior, hein, le Robert Kennedy Junior, et ce qui est absolument incroyable, c'est que la presse a continué à nier ça. Ils ont dit qu'il y avait 38 000 personnes, on ne sait pas exactement combien il y en avait, mais les estimations, peut-être 1,5 million, 2 millions dans la ville, parce que la police bloquait les gens à beaucoup d'endroits. Donc tout le monde n'a pas su se réunir, on va dire, dans une seule foule compacte, mais c'était tout simplement hallucinant, le monde qu'il y avait. Et voilà, on a dit qu'il y avait une poignée de nazis, alors qu'en fait, c'était tous des pacifistes. Et donc là, maintenant, ils vont refaire une marche. Le 10 octobre, et ils en ont tellement marre qu'ils ont dit, voilà, maintenant c'est fini, il n'y a plus de drapeau, il n'y a plus de discours.
puisque de toute façon, quoi qu'on fasse, on a beau dire on est des pacifistes, on est pour la paix, on est pour la démocratie, on est pour la liberté. Il y avait vous savez, des drapeaux de Gandhi, etc. Il n'y a rien à faire. À chaque fois, on dit qu'on est... Donc voilà, maintenant il n'y a plus de drapeau, il n'y a plus de discours, il n'y a plus rien. Il y a juste le peuple dans la rue. Oui. Et voilà, je ne sais pas ce qui va se passer. C'est un grand point d'interrogation. Je crois que ça fait quand même beaucoup de monde, 2-3 millions de personnes. Est-ce qu'à un moment les médias vont craquer en Allemagne et ailleurs? Est-ce que le peuple, les Allemands vont pouvoir ouvrir les consciences de toute l'Europe et puis peut-être du monde entier, parce que heureusement maintenant on commence à faire circuler les informations aussi aux États-Unis, etc. Je ne sais pas. C'est vraiment le grand point. On est à un moment charnière. On est vraiment à un moment charnière. Voilà. Et en même temps, on sent qu'il y a une accélération de l'agenda. On sait que les élections arrivent le 1er novembre aux États-Unis. Et là, le scénario, c'est le chaos. Ce qui prévoit, c'est le chaos et la loi martiale. Je ne sais pas si ça va se passer, mais en tout cas, voilà, c'est un des scénarios possibles. On a l'impression que malgré toutes les preuves, je suivais des domaines documentaires que m'avait envoyé Gérard, plus de 200 scientifiques français ou européens ont prouvé que cette histoire, moi j'appelle ça comme ça, était à la limite une simple grippe qui n'a pas beaucoup de gens, ont prouvé que les masques ne servaient absolument à rien. Bref, il y a tellement de preuves qu'ils ont apportées, des spécialistes, des meilleurs même chez vous là-bas en Europe. Malgré cela, nos gouvernements semblent s'en foutre. C'est comme s'ils ont décidé de suivre un calendrier. Chez nous ici, la rentrée est complètement bouleversée. En France, dernièrement, on a fermé, je crois bien, la ville de Marseille, elle s'est reconfinée pour à peine un mort. Je crois que Paris aussi. Finalement, l'impression que j'ai en tant qu'observateur de cette scène mondiale-là, c'est qu'ils sont déterminés. On se dit que nous, lanceurs de la lettre, on prêcherait dans le désert. Oui, malheureusement, on a parfois l'impression. En même temps, heureusement, il y a quand même des gens qui commencent de plus en plus, je veux dire, à se réveiller, voilà, parce qu'au début, bon, les gens ont peur, ils connaissent pas le virus. Bon, moi, voilà, j'avais déjà entre guillemets, donc j'étais pas étonnée quand, voilà, je dis oui, il y a une pandémie, plus ou moins, je l'attendais. Maintenant, c'était pas le cas de tout le monde. Donc, effectivement, au début, les gens avaient peur. Il y avait vraiment, effectivement, des gens qui ont été malades. C'est de plus en plus clair, c'est de plus en plus manifeste que voilà, c'est une histoire de contrôle, c'est pas une histoire de virus, c'est pas une histoire de maladie, c'est une histoire de changement de société, de passage à un autre type de société. Heureusement, il y a voilà, graduellement des gens qui s'organisent, partout, il y a des avocats qui se battent, il y a des gens qui sortent dans la rue. La chose, ça va être de le faire de manière intelligente. Et donc, pour moi, il faut que vraiment il y ait un rassemblement entre les médecins, les scientifiques, les avocats, les journalistes. Il commence à y avoir des journalistes, entre guillemets, qui craquent, même dans les médias qu'on appelle mainstream, même dans les grands médias. Ils ont menti trop longtemps, oui. Quand même, le mensonge, peut-être, ils ont été peut-être obligés de dire des choses qui ne tenaient pas. Oui, voilà. Mais combien de temps est-ce qu'on peut faire ça? Imaginez que vous êtes à Berlin, moi, le jour après la manifestation, et vous allumez la radio là-bas et on dit il y avait 38 000 personnes alors qu'il y en avait peut-être 2 millions. Je veux dire les 2 millions ou plus de personnes qui étaient là, elles savent que c'était faux. Oui. Et toute la population qui était là, elle sait que c'est faux. Les gens les ont vus dans la rue. Je veux dire, enfin même si n'était pas avec les manifestants, les gens ne sont quand même pas complètement aveugles. Donc, il y a un moment où l'écart entre la réalité de ce qui est tout le temps dit et sur les médias et ce que les gens voient par eux-mêmes, ils voient bien, les gens sont pas en train de tomber sur les mouches. Au début, on nous montrait des types en scaphandre, voilà, on voyait les gens je veux dire, s'il y avait vraiment un virus qui était tellement mortel qu'on a peur d'aller dans la rue, tout le monde resterait chez soi. Il n'y aurait pas besoin de faire une obligation, quoi. Moi, si demain il y a vraiment une urgence sanitaire, on dit voilà, il y a, je sais pas moi, je vois les gens qui se
roule devant moi, bon ben, j'aurais pas envie d'aller dehors, c'est tout. C'est vrai, Il faudra pas, il y aura pas besoin de s'obliger. Allô, comme vous, Senta, malgré tout ce qu'on nous a bombardé ici, nous n'avons vu personne s'écrouler autour de nous. Hein. D'ailleurs, juste une anecdote, j'avais un poulailler là, un vrai virus est arrivé, plus de 25 poulets, Senta, ils sont morts tous en quelques heures. Voilà un exemple. En quelques heures, il s'est vidé. C'est pour dire que nous ne voyons personne tomber, mais on continue quand même à insister. Je vous proposerai pour quelques instants, sauf la musique, et on va revenir parler de votre article. L'OMS est-elle dirigée par un terroriste? D'accord, volontiers. Vous gardez l'écoute, hein? Oui, on revient à vous. Je reste à l'antenne. Oui, on souffle la musique. Merci. And griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Oh, have we trials? Vous écoutez la 93.8 NB1, le média différent. Nous émettons un peu Bata Mokolo, c'est à Yaoundé au Cameroun. Nous avons comme invité ce matin, Senta nous appelle, c'est depuis la Belgique, Bruxelles. Vous le savez déjà, elle est journaliste belge. Elle est présidente de l'association Robert Kennedy. Bref, s'il faut lire ça bio aussi, Pasteur Duplex, je crois qu'on ne va pas s'en sortir. Hein. Je pourrais dire, peut-être qu'elle n'est pas contente, une dame de fer, mais quand vous la voyez, Santa, vous êtes une femme douce, une mère douce. En fait, c'est l'impression que j'ai quand même. Malgré toutes vos responsabilités, j'ai regardé votre photo pendant longtemps, pendant un certain temps. Ah, oui. Je me suis dit, c'est une dame douce, maman douce, peut-être le genre de mère que chaque enfant aimerait avoir. Comment est-ce qu'elle a fait pour atteindre ce niveau? C'est la question qu'on se pose. Alors, vous êtes là, vous nous écoutez? Oui, je vous écoute. Voilà, merci. Ça me fait sourire, ça me fait plaisir. Mais c'est vraiment, j'aime bien votre remarque parce que c'est vraiment, c'est l'instinct maternel, voilà, qui fait que on peut être effectivement très doux, comme beaucoup de femmes. On est juste chez soi, on s'occupe pas du monde, on s'occupe pas de la politique. Et puis au moment, vous savez comment c'est, hein, l'instinct maternel, au moment où on vient toucher à votre enfant, là, tout à coup. Il y a la lionne qui se dresse, qui dit bon non là il se passe quelque chose, il faut protéger son enfant. C'est vraiment ça. J'espère qu'on va arriver là, j'espère que le temps le permettra, on va arriver là, on parlera du danger des vaccins, n'est-ce pas, les conséquences des vaccins, mais pour le moment, revenons un peu à votre article que j'ai sous mes yeux, l'OMS était dirigée par un terroriste. Oui. Donc, je suis très contente d'avoir fait cet article. J'ai pu en parler notamment même sur des radios, etc., sur Sud Radio aussi. Et jusqu'à présent, on m'a jamais fait de procès, donc c'est bien parce que toutes les informations qui sont dans l'article sont sourcées. Oui. Donc effectivement, Tedros, je m'énerve à chaque fois que je vois ce monsieur. Tedros Adhanom Ghebreyesus, le grand directeur de l'OMS, hein, qui est un Éthiopien, comme vous savez, et qui a tous les jours le mot solidarité, etc. à la bouche. Eh bien, il a commencé sa carrière comme terroriste. Il a fait partie du Front de libération du peuple tigré, qui est reconnu officiellement dans les banques de données, si vous voulez, aux États-Unis du gouvernement américain comme étant une organisation terroriste. C'est-à-dire j'ai d'ailleurs cette banque de données ici, j'ai le graphique ici sous mes yeux, où là ils sont cités comme une organisation terroriste, oui.
Oui, oui. Donc voilà, comme une organisation terroriste. On fait des attaques à main armée, etc., des enlèvements, enfin tout ce genre de choses. Et puis ensuite, bon, ça on parle des années 70, hein, mais bon, après c'est un groupement qui a fini par arriver au pouvoir actuellement, ils y sont toujours, et c'est un régime qui est en réalité, c'est un régime marxiste totalitaire, dont bon, c'est pas neuf, c'est pas le seul en Afrique, hein, mais d'ailleurs ailleurs aussi, et qui a été dénoncé pour des violations répétées des droits de l'homme pendant des décennies. Il y a beaucoup de rapports de différentes organisations des droits de l'homme. Et donc le régime vraiment, il est toujours dedans. Donc sous ce régime-là, il a été à la fois ministre de la Santé et ministre des Affaires étrangères. En tant que ministre de la Santé, il a continué une politique, je dirais, qui était en fait une politique ethnique, hein, donc il y a des accusations quand même de génocide d'autres ethnies. Je suis pas une grande spécialiste de l'Afrique, mais enfin j'ai quand même vérifié les documents, où par exemple tous les fonds qu'il avait, parce que ça fait des années qu'il travaille avec main dans la main avec la fondation de Bill Gates, hein, le fonds global, donc où en fait une partie des fonds, quand il s'agissait de politique, on va dire de politique de développement, d'accès à l'eau, à la nourriture, à l'hygiène, aux soins médicaux de base, au développement d'unités sanitaires, etc., c'était réservé à certaines ethnies, et puis il y en avait d'autres qui en bénéficiaient jamais. Et la seule politique, on va dire, dont il a fait bénéficier les ethnies qu'il aimait moins, voilà, là tout à coup c'était pour des contraceptifs injectables, donc notamment le Depo-Provera. Aujourd'hui ils passent à d'autres types de contraceptifs. Alors bon, c'est très discutable évidemment, parce que est-ce qu'on les a administrés avec ou sans consentement des personnes concernées, ça c'est une grande question. En tout cas, il y a eu un rapport qui a été fait par des médecins, notamment de l'ethnie Amara, voilà, et qui ont dénoncé ces agissements comme quand même une forme de génocide, en disant voilà, tandis que les autres groupes ont eu une croissance d'autant de millions de personnes, notre groupe a régressé, notamment les Amara et justement, je lis ici, j'ai sous mes yeux là votre article, vous dites que cette ethnie avait perdu environ 2,5 millions de personnes, hein, entre 1997 et 2007. Ça alors, c'est quand même beaucoup de personnes, hein. Oui, alors le truc de la solidarité, là moi chaque fois que je l'entends, qui prend son air de grand papa gâteau pour le bien de l'humanité, j'ai envie d'étouffer, quoi, hein, je veux dire, c'est vraiment énorme, quoi. Donc comment ça se fait qu'on a après, il a caché donc il a refusé de déclarer plusieurs épidémies de choléra dans son pays parce que ça fait pas bien, etc. Donc mais en refusant de déclarer une épidémie, ça veut dire que concrètement c'est pas histoire uniquement de publicité, de bonne ou de mauvaise publicité, mais c'est aussi le fait qu'on n'a pas pris, voilà, les gens qui se rendent dans ces zones-là, ils sont pas au courant, ils prennent des risques. On n'a pas pris les mesures nécessaires de réhydratation, etc., d'hygiène, d'assainissement des eaux pour les populations concernées. Donc c'est vraiment très très grave, quoi. Qu'est-ce que cet homme a fait en tant que directeur de la santé? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment une personne comme ça, sur laquelle pèsent de telles accusations, avec autant d'éléments de preuve, qui est à la direction de l'Organisation mondiale de la santé? Et moi, ma seule réponse, c'est on mène aujourd'hui une politique véritablement de terreur, et on a un terroriste à la tête de l'OMS. Oui. C'est grave, hein? C'est très très grave. Et justement, pendant cette période de cette pandémie, entre guillemets, la population mondiale a été terrorisée. J'ai vu en Europe, n'est-ce pas, des gens qui ont été menottés, en France par exemple,
J'ai vu des gens qui ont été fouettés. Moi, ici, de mon côté, mon permis avait été confisqué pendant au moins 2 semaines parce que je n'avais pas le masque. C'est du terrorisme pur et simple. Hein. Ah oui, 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 tout à fait, mais c'est tout le temps. Hein, et c'est dans, par exemple, les violences policières, toutes les manifestations qui étaient vraiment pacifiques. Moi, voilà, on le voit sur des images. J'ai des amis qui ont ici, même en Belgique, et pourtant un pays très très bon enfant. En Belgique, il y a rarement des violences, des manifestations violentes, etc. Oui, les policiers sont envoyés, c'est mondial. Ils ont vraiment des consignes de terroriser la population. Moi, je faisais du vélo sans masque. Voilà, et la police est venue m'interpeller. 250 € d'amende. Je veux dire. Donc, ouais. Je refuse c'est pas grave, je refuse de le porter quand même. Voilà, moi je paye pas l'amende, je paye pas pour respirer. Je préfère payer un avocat. Ouais. Un avocat. Justement, Davo, quand on lit l'article, il y a plusieurs images là. On constate qu'il y a une certaine affinité. Est-ce qu'on pourrait se demander comment il arrive à l'OMS, cette affinité, amitié entre lui et Bill Gates? Tout à fait. Donc en fait, ils étaient déjà, on va dire, en collaboration parce qu'il a été dans la direction du Fonds Global ou de la Fondation Clinton, etc. Vous savez, c'est tout le programme essentiellement sur le sida. Donc ils sont très actifs en Afrique, le sida, la malaria, la tuberculose. Donc là, il y a eu des histoires aussi de gestion de fonds qui ont disparu dans les poches de beaucoup de dirigeants, de gestionnaires de ces fonds. Donc ils se connaissaient déjà depuis très longtemps. Comme vous savez, Bill Gates aujourd'hui, il est à la tête de l'OMS parce que à part les contributions des pays financières à l'OMS, la fondation Bill et Melinda Gates, à travers l'Alliance Gavi et la Fondation Gates, ça représente environ 40% de l'OMS aujourd'hui. Donc c'est lui le patron de l'OMS, on peut le dire tout simplement. Et puis donc il a été soutenu vraiment par Bill Gates et aussi par la Chine, parce que les et la Chine, je vous ai dit, c'est un pays quand même avec un régime d'inspiration marxiste. Et donc, ils ont été, d'ailleurs, il y a une réunion peu avant l'élection du nouveau directeur de l'OMS. Il y a eu une réunion en Chine où ils étaient là tous les deux. Bill Gates et Tedros. Et voilà, ils ont fait des conférences. Et Bill Gates, ça il faut comprendre, Bill Gates a présenté la Chine, a fait une journée de conférence où il a dit voilà, la Chine c'est le nouveau leader mondial, le nouveau leader de l'humanité, et il a investi dans le chinois, il fait sa fondation, etc. Il collabore avec la Chine. Il n'a pas arrêté de citer la Chine comme étant le nouvel exemple de leader mondial. Et donc il cite, il promeut le modèle chinois. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il a dit que le problème aux États-Unis, soi-disant pour lequel il y aurait eu autant de morts, après les chiffres aux États-Unis, ils sont trafiqués autant qu'ils ne le sont en Europe ou ailleurs. Oui. Et donc, je l'ai même entendu dire que le problème des Américains, c'est que les Américains aimaient la liberté. Ah bon? Voilà. Oui, c'est très simple. Voilà, s'ils sont morts, c'est parce qu'ils aiment la liberté. Il fallait faire comme en Chine, où là, justement, donc il faut faire comme en Chine. Justement, oui. Je vous lance, lorsqu'on regarde les chiffres du CDC, Center of Disease Control des États-Unis, ils nous disent que sur 100 morts Covid, seulement 6% sont véritablement morts Covid. Et j'étais avec des Américains hier qui me disaient que là-bas, en fait, c'est comme, comment je vais dire ça, une source d'argent, parce que les médecins qui travaillent une heure seulement pendant cette période-là, c'est $55. Donc l'un d'eux me disait que sa femme, 10 heures par jour, elle gagne $55,000. Donc il y a beaucoup d'argent dans cette histoire de Covid. Oui, tout à fait. Ah oui, il y a même plus pour les hospitalisations. Alors là, tout de suite, les sommes montent jusque... Je crois que si la personne est mise sous respirateur, ça va jusque 38 000 en soins intensifs, ça va jusque $30 000, quelque chose comme ça. Donc oui, entre le moment où on les reçoit
comment on les traite, etc. Donc oui, bien sûr, c'est une histoire d'argent, et même en Europe, certains médecins, ça dépend dans quel pays, mais effectivement, ils peuvent toucher des primes, voilà, pour une déclaration de Covid, pour des traitements de Covid, les hôpitaux aussi. Et à côté de ça, on refuse les soins, on dit voilà, les hôpitaux sont fermés, on a postposé toutes les opérations, ça ont dû vous le dire aussi, hein, Serge Rader et Gérard Delépine, les gens qui doivent se faire opérer pour des cancers, qui ont des traitements et tout ça, ben, ils n'ont pas été opérés. Donc il y a beaucoup de gens qui meurent par défaut de soins, parce qu'ils n'ont pas pu être dans les hôpitaux. Donc c'est vraiment des décisions qui ont tué des gens, tout à fait. Donc voilà, on est dans un modèle où on veut vraiment évoluer vers un modèle chinois. Donc on contrôle partout, hein, parce qu'en Chine, vous savez comment c'est. On a son téléphone, vous pouvez pas prendre un ticket de train ou aller dans une administration, etc. si vous n'avez pas un code Covid positif. Donc un code Covid, on va dire vert, hein, dire que voilà, vous n'êtes pas malade, ou vous n'avez pas été en contact avec quelqu'un qui aurait pu être dépisté, etc. Même ici, ça devient fou. Hein. Gérard me disait, il y a 2 ou 3 jours, il faut se soulever, il faut jeter le téléphone. J'ai rigolé avec mon épouse, je me suis dit, mais si je jette le téléphone, comment vais-je communiquer avec Gérard? Parce qu'il dit que l'heure est grave, on est surveillé partout, nous sommes en prison. Gérard, qu'allons-nous faire? Que pouvons-nous faire? Oui, c'est vraiment ça. Nous sommes en prison, on est emprisonnés, quoi. Je pense qu'il n'y a qu'une seule chose à faire. D'arrêter d'avoir. Il faut que les gens comprennent 2 choses. La première, c'est que ça va pas passer. Vous savez comment c'est? On se dit c'est encore un petit effort, on va faire le gros dos et puis ça ira mieux après. Ils vont pas s'arrêter. Il y a un programme, c'est clair. Et si nous on ne dit pas non collectivement, voilà, aujourd'hui on beaucoup des 99%. Si les 99% de la population ne disent pas non, 1% comme Bill Gates, etc., qui ont décidé de passer leur agenda et ils sont déjà plus riches, hein, depuis le début de la crise. Je veux dire, ils vont pas s'arrêter, ils vont pas arrêter leur programme. C'est un programme qui les enrichit eux et qui nous rend nous quelque part esclaves. Donc ça va pas s'arrêter, ça va continuer. Même s'il y a plus de virus, les mesures vont continuer. Alors donc voilà, en même temps, si on se mobilise tous ensemble, c'est fini, c'est tout. Si on arrête tous ensemble, on dit voilà, mais c'est fini là, tout le monde enlève son masque, tout le monde garde son magasin ouvert. Que voulez-vous qu'ils fassent? Ils vont quand même pas sortir avec des mitraillettes et tuer tout le monde et mettre tout le monde d'un coup en prison. Je ne sais pas si ça a été le cas chez vous ici, le cas chez vous là-bas en Europe, mais ici vous avez vu les enfants qui étaient en classe, les policiers dehors, presque ou les hommes en tenue, pour dissuader. Nous n'avons jamais eu ce genre à l'époque où vous alliez en classe, les établissements sont surveillés par des policiers ou par des gendarmes. Ça faisait quand même peur. Vous n'êtes pas en guerre, mais vous avez, surtout chez vous là-bas en Europe, des gens armés, peut-être, je sais pas, des bouts militaires qui vous enseignent alors qu'il n'y a pas de problème de guerre. Je crois quand même que c'est difficile à supporter, hein. On n'a jamais vu ça. C'est-à-dire que même quand il y a des choses, on ne voit même plus. Vous savez, des gens qui viennent contrôler, ce sont même plus des policiers, je veux dire, dans leur uniforme normal d'agent de police. Les gens qui contrôlent la circulation, les gens, oui, dans leur. Qu'on est passé d'une mission de protection quand même. Il y a une mission de protection aussi. Je veux dire des forces de police qui est positive aussi. Et là, on les voit habillés vraiment comme des espèces de Robocop, hein, dans les films, avec des casques, des espèces, par certains sont armés, des gourdins, des trucs à gaz, des boucliers, etc. Tout ça pour aller devant des gens, des femmes, des enfants, des personnes âgées qui sont juste là pour dire que voilà, ils réclament la démocratie et ils sont pas d'accord avec ce qui se passe. Et donc ça, c'est fou. Même à Bruxelles, là, les gens chantaient la balade des gens heureux, etc. Et il y avait le côté très bon enfant des Belges et des Bruxellois, et voilà, on est venu, on a attrapé quelques-uns au milieu de la foule et on les a tabassés devant tout le monde. Et puis ça a été les gaz lacrymogènes et compagnie. Enfin, c'est du jamais vu, là, c'est du jamais vu.
Santa, nous tirons vers la fin de notre entretien. Je vous proposerai, je vous en prie, je sais que vous êtes très occupé, peut-être nous accorder une dernière heure demain. Je vous en prie, parce qu'on n'a pas abordé les vaccins, le garde d'asile. Vous représentez l'association Robert Kennedy en Europe. Nous connaissons aujourd'hui, à travers votre travail, quand je dis vous et les autres, là, les dangers du vaccin, le garde d'asile au-delà, les enfants qui sont devenus autistes à cause des vaccins. Vous êtes certainement mieux placé pour nous en parler. Malheureusement, nous tirons vers la fin de notre émission. Je souhaiterais vous avoir demain, vous continuer. Ok, ça va, très bien, avec grand plaisir, merci, oui, tout à fait, voilà. Nous aborderons demain. Oui, j'ai beaucoup de choses à dire. Oui, nous aborderons demain votre travail avec l'association Robert Kennedy, les condamnations, je pense que grâce à lui, les familles ont été dédommagées à des millions de dollars à cause des conséquences terribles du vaccin, c'est ça? Alors sur les vaccins, malheureusement, encore. Donc lui, il a agi sur la 5G. Là, il y a déjà eu contre Monsanto des procès qui ont abouti effectivement à des condamnations de millions de dollars. Il y a effectivement des millions de dollars qui ont déjà été versés pour des dommages vaccinaux, mais pas encore sur le procès de Robert Kennedy. Le grand procès qu'il fait, celui-là n'est pas encore arrivé à son terme. On n'en connaît pas encore l'issue. Mais je vous en parlerai volontiers demain, bien entendu. Pour la gouverneuse demain, nous serons encore avec Santa qui nous appelle depuis la Belgique. Santa, merci beaucoup. Et si vous réussissez à avoir